Lors des 3 dernières vidéos sur la chaîne YouTube, on avait vu les 15 premières lois du pouvoir écrites dans le livre Les 48 lois du pouvoir écrites par Robert Greene. Aujourd'hui du coup, on va directement commencer par la loi numéro 16, utiliser l'absence pour augmenter notre valeur aux yeux des gens. L'idée que on ne se rend compte de la valeur des choses que lorsqu'on les perd finalement. Et c'est la même chose pour les gens, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc, plus on est vu, plus on est entendu, finalement, plus on paraît commun, alors que le fait de se cacher temporairement peut être une bonne stratégie pour augmenter notre valeur. L'idée ici, ça a été repris d'ailleurs par un troubadour. C'est un troubadour du Moyen-Âge en France qui s'appelait Michael et qui était amoureux d'une dame qui travaillait dans un château. Et ils avaient un couple d'amis qui s'étaient embrouillés et qui s'étaient réconciliés. Et le fait est qu'après leur réconciliation, ils avaient une relation qui était encore meilleure que celle qu'ils avaient au début. Ça a donné l'idée à Michael justement de faire la même chose, de se fâcher avec son ami pour pouvoir se réconcilier. Alors bon, ça s'est pas bien passé visiblement parce que elle ne voulait plus lui parler après s'être embrouillée. Mais plusieurs mois plus tard, elle est revenue vers lui parce que il lui manquait. Et c'est véritablement ça le message de cette histoire, c'est que le manque crée plus de valeur en fait dans l'esprit des gens. Et c'est ça l'idée. Donc on peut utiliser cette idée-là pour augmenter notre pouvoir d'influence sur les gens. La loi numéro 17, c'est qu'il faut garder les autres sous tension, sous la terreur et cultiver l'art d'être imprévisible. Cette idée-là, c'est le fait que, en fait, nous autres les êtres humains, nous sommes des créatures d'habitude. Nous aimons bien la familiarité, nous aimons bien ce qui est régulier, ce qui est prévisible, parce que ça nous sécurise. On sait comment réagir en fonction de quelque chose qui est prévisible à l'avance. Alors que si quelqu'un est imprévisible, justement, et bien finalement les autres sont obligés de s'adapter à cette personne. Vous voyez, c'est exactement ce qu'a utilisé Fischer. Fischer, c'était un joueur d'échecs international qui, lors d'un tournoi en 1972 contre Spassky, a utilisé une technique comme ça de déstabilisation de son adversaire en arrivant très en retard au tournoi, en étant extrêmement exubérant, en critiquant tout le monde, en jugeant tout le monde, en étant très colérique et en manifestant vraiment sa colère à tout le monde, de sorte qu'il passait vraiment pour quelqu'un de pas très agréable. Et en fait, il a commencé à jouer et il a perdu lamentablement ses 2 premières parties, de sorte que Spassky pensait pouvoir gagner facilement, en tout cas c'est ce qu'il se disait. Et Fischer du coup, par contre à sa 3e partie, il est devenu beaucoup plus sérieux, il a utilisé des stratégies beaucoup plus efficaces pour gagner, et il a gagné sa 3e partie, de sorte que Spassky apparemment a été complètement déstabilisé. Il n'a pas du tout compris pourquoi est-ce que Fischer avait changé d'attitude à ce point-là en si peu de temps, de sorte qu'en fait, il a perdu toutes les autres parties du tournoi et il a complètement perdu le tournoi du coup. Et c'était véritablement la stratégie de Fischer, en fait, déstabiliser son adversaire plutôt que de se concentrer sur les stratégies de jeu. La loi numéro 19, alors, 18 pardon, avant. La loi numéro 18, ça fait partie des lois dont on ne sait pas trop comment adapter ça à notre rythme actuel, parce que il y a beaucoup d'exemples historiques dans les lois, effectivement, hein, ça permet de montrer que les lois sont intemporelles et éprouvées dans le temps, donc ça c'est intéressant, mais par contre, il y a certaines lois où on a beaucoup de mal à imaginer comment est-ce qu'elles pourraient être adaptées à notre monde actuel, et c'est exactement le fait de la loi numéro 18, qui nous dit ne pas construire de forteresses parce que l'isolation est dangereuse. L'idée de la loi, c'est que la plupart du temps, les gens nous traitent de la manière dont nous traitons nous-mêmes en fait. La manière, voilà. Ce qui fait que si nous-mêmes nous nous mettons sur la défensive, et bien finalement ça donne aux autres l'opportunité, inconsciemment, de venir nous attaquer finalement. Le fait de construire une forteresse, c'est un peu comme se mettre une grande cible, de se peindre une grande cible sur soi-même, en se disant, voilà, je suis sur la défensive, je m'attends à être attaqué, finalement. Et ce que nous dit l'auteur dans ce livre, c'est qu'il est stratégiquement plus intéressant finalement de rester dans la foule, de se mélanger à la masse et de rester mobile, ainsi que de pouvoir avoir plein d'alliés dans la foule justement. Et ça c'est stratégiquement plus intéressant parce que en se montrant plus vulnérable, et bien paradoxalement, on est davantage protégé. C'est illustré ici par l'histoire de Shi Huangdi. Shi Huangdi, c'était un roi au temps où la Chine n'était pas encore unifiée, donc vraiment la Chine ancienne. Et ce qui a fait ce roi, c'est qu'il a conquis énormément de territoires. Il a passé la grande muraille de Chine et il a fait construire un immense palais.
Le problème, c'est que dans son palais, il s'est enfermé dans son palais, de sorte qu'il s'est véritablement coupé de l'information qui circulait en fait dans le monde. Et il a commencé à devenir véritablement paranoïaque et à assassiner, à faire exécuter des centaines et des centaines de personnes, de sorte qu'il s'est mis beaucoup de monde à dos, forcément, et il s'est fait assassiner à son tour par un complot, par des complotistes. Et c'est véritablement l'illustration de la loi, c'est-à-dire que ce fait de s'enfermer, de s'isoler complètement, c'est dangereux, véritablement. La loi numéro 19 donc. Loi beaucoup plus facile à comprendre. C'est l'une des lois véritablement évidentes, mais qui a une bonne histoire à raconter. La loi numéro 19, c'est la loi qui nous dit qu'il faut connaître les gens avec qui on fait affaire, bien sûr. Et surtout, il ne faut pas offenser les mauvaises personnes. Voilà, c'est une loi évidente. L'histoire qui nous est racontée ici nous plonge en fait en Turquie en 1220. En 1220, en Turquie, le Shah de Turquie, qui était véritablement l'équivalent d'un empereur, était quelqu'un d'extrêmement puissant. Il avait un empire très vaste, il avait des centaines de milliers d'hommes dans son armée, c'était véritablement quelqu'un de très puissant à l'époque. Et il reçut un jour une délégation diplomatique pour ouvrir des voies commerciales de la part d'un pays étranger. Et le Shah de Turquie renvoya cette délégation en se disant « Mais qui est donc ce pays? En même temps, c'est un pays désertique qui ose se montrer, parler d'égal à égal avec moi. Enfin vraiment, quelle bande d'arrogants, quoi. » Donc il renvoya la délégation. Cette délégation revint plusieurs mois plus tard avec des cadeaux, avec énormément de cadeaux, avec des trésors pour le Shah, qui étaient vraiment des produits de luxe, de l'or, des matériaux extrêmement nobles et rares. Et à votre avis, est-ce que cette deuxième délégation a eu plus de chance avec la première délégation qui a juste demandé des accords commerciaux et la deuxième délégation qui a apporté énormément de cadeaux et de richesses au Shah? À votre avis, est-ce que ça a permis au Shah d'être dans une meilleure accueil? Bah non. Pas du tout. Le Shah les a trouvés encore plus arrogants de revenir et les a fait exécuter. Il a fait exécuter les émissaires étrangers et il a brûlé les cadeaux et renvoyé tout ça à leur pays d'origine. Et c'est là que ça se gâte. Parce que le pays d'origine en question d'où venaient les émissaires, c'était la Mongolie sous Gengis Khan. Et là, vous devez comprendre où était le problème. On n'offense pas Gengis Khan sans en payer le prix. Gengis Khan, ayant été offensé avec cette action du Shah de Turquie, est arrivé avec ses troupes dans l'empire turc et a complètement détruit l'empire. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans les villes, il massacrait les habitants, il détruisait les fortifications, il détruisait tout, et il passait de ville en ville comme ça, où il faisait du pillage. En fait, il avait une technique aussi de cavalier archer qui était extrêmement efficace en fait contre les troupes du Shah, de sorte que vraiment l'empire ne s'est pas relevé de l'attaque de Gengis Khan. Et donc voilà, évitez d'offenser les mauvaises personnes, ça c'est un conseil évidemment pas évident, mais ça mérite d'être rappelé. Par contre, la loi numéro 20 est beaucoup plus subtile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'engager dans un camp ou dans un autre, il ne faut s'engager envers personne, c'est la loi numéro 20. L'idée ici, c'est que si on est convoité, on reste une ressource potentielle pour les autres, et de fait, les autres en question ne risquent pas de nous attaquer nous. Vous voyez, c'est pas être neutre. Être neutre, lorsque l'on dit être neutre, eh bien on affiche directement le fait que on ne prendra parti pour personne. Là, c'est pas le cas. Là, l'idée c'est de se montrer potentiellement intéressé par le fait de se mettre allié avec tel ou tel camp, mais de ne pas le faire. C'est de vraiment garder ce statu quo. C'est une situation qui permet du coup de ne pas se faire attaquer par les autres, parce qu'on n'a pas pris de décision finalement par rapport à notre orientation politique. C'est ce qu'a fait Élisabeth Ier. Élisabeth Ier en Angleterre, du coup au début de son règne en 1558, et pour tout le restant de son règne en fait, ce qu'elle faisait, c'est que elle était courtisée par tous les princes d'Europe, hein, évidemment, même au-delà de l'Europe, pour pouvoir s'allier avec l'Angleterre, bien sûr. Sauf qu'elle
reçu des centaines et des centaines de demandes en mariage, mais elle refusait tout le monde, elle refusait tous les demandes en mariage qui lui ont été proposées, mais pour autant, et c'est là que ça devient subtil, elle ne décourageait pas les princes en question. Vous voyez, elle restait potentiellement mariable, si vous voyez ce que je veux dire. Elle était elle était convoitable toujours, elle était toujours convoitée, elle ne décourageait pas les princes, de sorte que l'Angleterre pouvait toujours rester un allié potentiel pour tous les autres pays d'Europe finalement, vous voyez le truc. Et donc pendant toute sa carrière, j'allais dire, mais pendant tout son règne finalement, elle garda cette position là justement de célibataire, et ne se maria avec aucun prince qui aurait pu du coup l'allier politiquement avec d'autres pays d'Europe. Et elle protégea l'Angleterre comme ça, parce que du coup, comme l'Angleterre était une ressource potentielle pour les autres pays, eh bien personne n'attaquait l'Angleterre. Et comme ça, du coup, grâce à cette décision-là, elle a protégé l'Angleterre pendant son règne. Et ceci conclut du coup notre quatrième vidéo sur les résumés des 48 lois du pouvoir écrits par Robert Greene. Pour pouvoir voir les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Salut!